Bonjour, c'est Jacques. Alors cette vidéo fait suite à la précédente concernant les liens entre le Qigong et la méditation debout, à travers la première étape de la pratique, le Jianzhang, travail postural. C'est une vidéo dans laquelle j'ai donné mon point de vue sur la ressemblance de ce temps pour se poser à la fois dans une posture et dans une attitude d'observation apaisante et vivifiante, un temps commun aux deux activités que sont le Qigong et la méditation. Dans cette deuxième vidéo, j'utiliserai la deuxième étape de la pratique pour montrer que le Qigong peut également être considéré comme une méditation en mouvement. Cette deuxième étape, Shili, que l'on peut traduire littéralement par « tester la force », est une continuité de la première étape de Jianzhang, à la fois pour amplifier les sensations rencontrées dans le travail postural et mettre à l'épreuve ces nouveaux repères. Donc la nouvelle problématique qui se pose ici, c'est est-on capable de garder l'intensité, la qualité des sensations lorsque l'on se met en mouvement? Et si on va un peu plus loin, parce que entre nous vous avez une petite idée de la réponse que je vais apporter, comment le mouvement peut-il prolonger, amplifier, optimiser les effets de la méditation? Notre vie est faite de mouvements, d'adaptation à ce qui bouge en nous et autour de nous. Et donc en pratiquant la méditation en bougeant, nous pouvons prendre conscience de cette vie qui s'exprime en mouvement à l'intérieur et autour de nous. Et en fait, entrer dans ce mouvement de vie en étant vraiment présent devrait nous permettre d'avoir une vie plus harmonieuse. D'où l'intérêt à la fois d'intégrer cette donnée dans la pratique et que le travail postural soit immédiatement suivi par du travail en mouvement. Cette étape en mouvement constitue un palier vers le travail en déplacement que nous verrons dans la prochaine vidéo. Donc avec le mouvement, il y a d'abord des effets que l'on pourrait appeler mécaniques, avec la mobilisation articulaire, où on va gagner en mobilité, en autonomie de mouvement, dans différentes directions, orientations. Et aussi l'élasticité des muscles, des tendons, qui amène un gain en souplesse, en force, par un mouvement plus élastique. Et avec l'âge, ce sont deux qualités qui ont tendance à diminuer, d'où l'intérêt de les entretenir régulièrement. Et puis directement lié à cette première catégorie d'effets, il y a aussi les répercussions qu'on pourrait appeler physiologiques, à savoir une meilleure circulation sanguine. Bouger fait circuler le sang, donc la circulation est plus harmonieuse, mieux répartie, avec un sang de meilleure qualité, mieux enrichi, nourri en oxygène. Une meilleure réponse nerveuse, je pense là à la clarté des intentions, à une meilleure capacité de maintien de l'attention, de la concentration, à une mémoire plus fine, à la fois plus fine et plus étendue. Il y a une condition importante pour accéder à ces effets, c'est la lenteur à laquelle sont effectués ces mouvements. Donc je l'appelle lenteur perceptive pour bien marquer le fait que ce n'est pas uniquement une vitesse ralentie, qui serait une contraction supplémentaire pour freiner, avec des effets contre-productifs, mais il s'agit plutôt de la volonté d'aller moins vite pour prendre le temps de sentir en même temps que l'on agit. Ça nous permet de mieux nous adapter. Et c'est ici aussi qu'on retrouve une caractéristique commune avec la méditation, un temps où l'on se pose et où on s'observe en train d'agir et où on observe les effets produits. D'où cette appellation de méditation en mouvement. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème, et pour éviter, encore une fois, de faire une vidéo trop lourde, j'ai choisi 3 aspects principaux que je développe dans mes cours de Qigong. C'est donc ce que je remarque pour moi avec ma pratique personnelle, et c'est aussi des aspects qui sont confirmés par la grande majorité des personnes qui pratiquent avec moi. Donc petite parenthèse au passage pour celles et ceux qui me disent que j'utilise toujours le chiffre 5, eh bien non, je sais aussi faire plus court avec le chiffre 3. Voilà. Donc les 3 aspects directement liés au mouvement qui vont nous occuper ici, ça sera la coordination, cette capacité à bouger le corps dans son ensemble en faisant participer les différentes parties de manière harmonieuse. L'idée étant de mettre en jeu les muscles les plus forts en premier,
On rejoint ici ce qui est dit aussi dans la méthode Feldenkrais. Pour que les mouvements soient efficaces, le travail difficile de mouvoir le corps doit être confié aux muscles prévus pour cela. Et les muscles les plus forts, ce sont ceux qui sont reliés au bassin, avec la grande partie du travail qui doit être effectué par les muscles fessiers, les muscles des cuisses, de l'abdomen et du dos. Donc notre mobilisation va d'abord mettre en mouvement ces muscles forts, qui seront immédiatement secondés par les autres. Ça donne une forme de cohérence, d'efficience, puisqu'on se blesse moins et qu'on peut faire des mouvements plus longtemps, et aussi d'efficacité. Et en cela, ça participe à la prévention des blessures. Le deuxième aspect, c'est la synchronisation, cette capacité à mobiliser toutes les parties ensemble dans le même temps, avec des top départs, trajets, top arrivées, des séquences, des rythmes, des cycles, des vitesses. Voilà. Ça va intervenir le temps. Notre mobilisation se fait du coup avec une plus grande fluidité, une meilleure adaptation et une plus grande gestion de tout ce qui est transition, passage d'un moment à l'autre. Et enfin, la troisième caractéristique, ça sera la présence, cette capacité à s'impliquer de manière plus attentionnée, sans être un engagement plus positif, une forme de curiosité, de motivation intérieure pour bouger. Voilà, vous l'avez compris, en adoptant cette gestuelle à la fois fluide et solide, les bénéfices se font sentir plus ou moins rapidement selon les gens et sur différents plans, que ce soit sur le plan physique, sur le plan physiologique, même psychologique, émotionnel aussi, voire énergétique, on n'en a pas beaucoup parlé, mais bien évidemment, il y a une action significative, et jusqu'à spirituel. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas confronté à des difficultés, mais on a là un moyen d'être plus solide face aux événements, de mieux nous y adapter, avec à la fois plus de calme et de conviction. Alors quelques petits conseils pratiques, avec des questions, on parle de quand. Il n'y a pas de règle sur la question du quand. Une séance de Qigong peut être faite le matin, l'après-midi, le soir. Les choses importantes, la première c'est de respecter l'ordre de pratique. D'abord le travail postural, ensuite le mouvement, puis le déplacement. Et la seconde c'est de se respecter en tant que pratiquant. C'est-à-dire que je pratique quand j'en ai envie, sans me forcer outre mesure. Alors, quelle durée? Combien de temps? Effectivement, c'est une question. Là aussi, aucune règle. Si ce n'est que plus on débute, plus le temps nécessaire pour entrer en contact avec les sensations est long, parce qu'on est moins familier avec cette pratique. Donc, tout dépend également du volume de temps dont on dispose. Pour ne pas faire une réponse trop évasive, je dirais que 10 à 15 minutes de travail postural, puis 5 à 10 minutes de mouvement, ça semble un minimum acceptable au début. Et puis progressivement, quand les sensations deviennent plus agréables, intenses, vous aurez envie de pratiquer plus longtemps et de prolonger les durées de chaque exercice. Alors la question de où? Alors la séance de Qigong peut facilement être faite à la maison, si les conditions météo sont mauvaises ou si pour d'autres raisons on peut pas sortir. Maintenant, c'est clair que les sensations seront décuplées au contact d'un milieu naturel puissant. Un petit parc fait très bien l'affaire aussi. Voilà, donc soit à la maison, soit à l'extérieur, selon les possibilités. Le matériel nécessaire. Alors, on voit bien que cette forme de pratique ne nécessite aucun équipement particulier, si ce n'est bien sûr une tenue vestimentaire dans laquelle on est à l'aise pour bouger librement. Puis un minimum d'espace quand même. La seule chose dont on peut avoir besoin au début, c'est l'œil avisé d'un professeur pour l'accompagnement. Ça, il y a peut-être à côté de chez vous un bon prof. Et puis si vous êtes en région annécienne, n'hésitez pas à venir faire un cours d'essai ou un stage avec moi. Alors en guise de petit résumé et voir pourquoi j'ai souhaité faire 3 vidéos différentes afin de montrer les liens entre le Qigong et la méditation,
Je peux résumer rapidement ce qu'apportent ces 2 premières étapes. Alors la première étape, le Janjang, est une voie facilitante pour la rencontre avec notre force intérieure. Ce mouvement interne, cet élan, ce souffle. Et là, la deuxième étape nous aide à rester en lien avec cette force malgré la mise en action. Est-ce qu'on peut voir cette mise en action comme un élément perturbateur à la qualité du lien qui est établi avec cette force intérieure? Et par ces exercices, le mouvement non seulement ne perturbe pas, mais au contraire, il bonifie les sensations en apportant des qualités qui ne seraient pas accessibles sans lui. La sensation de coordination amène plus de cohérence, d'efficience, d'efficacité. Et ça va représenter une aide intéressante dans le cas où on se sent désuni, morcelé, instable. La sensation de synchronisation, par la meilleure gestion du temps qu'elle procure, aide dans tous les cas où il est question de timing, de planification, de transition entre 2 ou plusieurs périodes. Et la sensation de présence, on sent bien qu'elle peut aider à développer une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, un optimisme plus profond. Et le pari ambitieux de cette deuxième étape, c'est bien de nous apporter un moyen de transférer ces sensations corporelles dans notre vie quotidienne. Dans la prochaine vidéo, on verra ce que le déplacement ajoute comme plus-value dans notre pratique. En attendant, je vous souhaite de bons moments de pratique et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.